Vous écoutez l'épisode 31 du podcast Business en spa esthétique, regard croisé sur les secteurs coiffure et esthétique avec Stéphanie Bozonnet. Bonjour et bienvenue. Je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. J'ai fait la connaissance de Stéphanie il y a peu. Après un bref échange rempli d'idées, j'ai eu envie de lui proposer d'enregistrer une conversation regard croisé. Stéphanie a fait carrière dans la coiffure, autrement dit, nous sommes un peu cousins. Des cousins qui se ressemblent sur pas mal de points et qui diffèrent par d'autres. Mais ce qui est remarquable avec Stéphanie, c'est qu'elle est une femme influente dans un secteur où les hommes sont plus souvent les stars. Cela me rappelle une phrase que m'avait dit Ilan Koska, à l'époque créateur de Flexi Beauty, aujourd'hui devenu Booksy. Ilan avait fait cette observation: dans la coiffure, certains hommes professionnels sont des stars, qu'ils soient eux-mêmes coiffeurs de stars ou bien ambassadeurs des marques cosmétiques. Mais dans l'esthétique, il n'y a pas ça. Alors je vous propose de partir avec Stéphanie pour jouer au jeu des 7 différences entre l'univers de la coiffure et celui du spa et de l'esthétique. Une conversation 100% inspiration, à réfléchir et à méditer. Bonjour Stéphanie, merci beaucoup de partager ce temps d'échange avec moi sur ce podcast. Je suis ravie d'avoir cette conversation un peu regard croisé de nos deux univers. Avant toute chose et avant de rentrer dans les débats, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour Tiffaine. Avant toute chose, je suis ravie d'être avec toi ce matin. C'est un vrai plaisir pour moi d'enregistrer avec toi. Et je vais me présenter. Écoute, je m'appelle Stéphanie Bozonnet, j'ai 42 ans, un enfant et aujourd'hui, je suis la fondatrice du laboratoire d'application et d'éducation, qui est une structure qui accompagne les grands groupes et les entrepreneurs dans leur stratégie éducationnelle. Et en parallèle, je suis la présidente du Cercle des femmes de la coiffure, qui est une association que nous avons créée avec 30 femmes de la coiffure, artistes, chefs d'entreprise, directrices, toutes plus canon les unes que les autres et brillantes. Et ensemble, nous avons envie de valoriser notre métier et en créer de l'attractivité. Et donc, bref, pour résumer, je suis convaincue que mon métier est un grand métier, le métier de la coiffure. Ouais. Alors justement, parle-nous de ta carrière dans le secteur de la coiffure. Est-ce que tu peux présenter un peu plus ton parcours professionnel ? Mon métier se résume en un seul mot, c'est la passion. Tu l'as compris, je suis passionnée par mon métier de la coiffure et par 4 métiers. Je fais 4 métiers dans ma carrière, donc ça fait 27 ans que je suis dans cet écosystème. J'ai commencé très jeune, je suis un pur produit de l'apprentissage français, avec un parcours classique CAP, BP, brevet de maîtrise ensuite. J'ai été coiffeuse, avec à l'intérieur de ce métier de coiffeuse tous les métiers imaginables, c'est-à-dire apprenti, manager, styliste, tu coupes que les cheveux, coloriste, où tu fais que de la coloration et de la technique, coiffeuse studio, tu travailles généralement en défilé pour les shootings photos, etc. Ça, c'est pour mon métier de coiffeuse. Ensuite, j'ai eu un deuxième métier, c'est celui de professeur de coiffure. Alors, professeur de coiffure en centre de formation d'apprentis, c'est très important pour moi de travailler dans l'alternance et l'apprentissage, qui est pour moi la voie royale. J'ai fait ça pendant plus de 15 ans et mon métier en tant que professeur, c'était d'accompagner le succès de mes étudiants pour obtenir leur diplôme, donc le CAP ou le BP. J'avais des étudiants, des juniors de 14 ans en CAP jusqu'au chef d'entreprise en brevet de maîtrise. Et j'ai adoré faire ce métier où il fallait construire ses cours, tester ses cours sur les étudiants, être en rapport avec le référentiel de compétences, créer des nouveautés, des innovations pédagogiques, transmettre ses cours, faire du projet pédagogique à côté. Donc, c'était vraiment cool. Et mon troisième métier, c'est celui de directrice pédagogique, donc du coup avec 2 expériences, celle au CFA 94 dans le Val-de-Marne où j'ai dirigé la filière coiffure du CFA 94 pendant 4 ou 5 ans, je ne sais plus. Super expérience avec une équipe incroyable. Et ma deuxième expérience, ça a été celle de directrice pédagogique de Real Campus Bay L'Oréal,
la nouvelle école de coiffure de L'Oréal, où ma mission a été de créer le bachelor coiffure et entrepreneuriat, titre reconnu au RNCP, et puis de créer toute la carcasse pédagogique et éducationnelle de cette école. Donc c'était un très beau challenge. Et enfin, mon dernier, quatrième métier, c'est celui d'entrepreneuse de la coiffure, même entrepreneuse de la beauté, parce que je crois à la beauté globale, mais je pense qu'on va en reparler tout au long de ton podcast. Et donc, du coup, avec 2 expériences significatives. La première, quand j'avais 30 ans, ma première boîte, c'était Sublimissime, inspiratrice de beauté, où j'étais coiffeuse studio en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. On coiffait plein de gens pour plein de shootings photos sur la plage et au soleil. C'était plutôt pas mal. Et ma deuxième, eh bien, c'est le laboratoire d'application et d'éducation, ce dont je t'ai parlé en introduction. Et ça fait 9 mois ou 10 mois que j'ai monté ma boîte. Une très belle évolution. On a un peu aussi la même carrière un peu parallèle avec ce métier très terrain au début, puis ensuite arrivé dans la formation et maintenant dans l'entrepreneuriat. Ce que je vais te proposer de faire, Stéphanie, pour ce regard croisé, c'est que je vais te proposer qu'on compare toutes les deux nos 2 secteurs, coiffure d'un côté et le spa et esthétique de l'autre. Parce que je trouve que dans nos derniers échanges, on arrive à mieux appréhender ces 2 univers quand on confronte un petit peu nos points de vue. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va parler d'abord de nos similitudes. Moi, je me suis posé la question, quels sont nos traits de ressemblance entre l'univers de la coiffure et du spa? Tu vas me dire après si tu es d'accord avec ça et ce que tu en penses. Les 3 points communs pour moi qui me sont apparus, c'est que numéro 1, c'est un métier passion avec une vraie vocation des professionnels qui ont choisi de faire en fait ce métier. On commence en plus très jeune la plupart du temps, la coiffure et l'esthétique, quand on commence en CAP, on peut commencer très jeune. Il y a cette passion qui va aussi rester chez les professionnels tout au long de leur carrière. Donc ça, c'est le premier point. Je sais pas si c'est déjà une évidence. Voilà, je peux pas te dire plus, c'est une évidence. La passion, c'est le cœur de nos 2 métiers. Mais j'ai envie d'étirer le fil, c'est le cœur de, à mon sens, tous les métiers manuels et de l'artisanat français, que ce soit les menuisiers aux compagnons de France ou un plombier qui peut te parler pendant des heures de ses coups durs et de ses soudures. Et ça m'est vraiment arrivé lorsque tu fais le concours des meilleurs apprentis de France. Tu participes ou au MAF ou au MOF, meilleur ouvrier de France. Voilà, tu as des gens passionnés qui peuvent te parler pendant des heures de tuyaux, de tôle et de tout ce que tu veux. Donc oui, la passion. Ouais, et l'artisanat, c'est ça en tout premier lieu. Le deuxième point, c'est ce que j'ai remarqué, c'est l'amour du client. En fait, c'est l'amour de prendre soin même du client pour qu'il se sente bien dans sa peau, qu'il se sente bien dans sa tête, même sur sa tête. Donc ça, c'est le deuxième point. Je pense que c'est ce qui fait aussi le pourquoi on fait ce métier. C'est vraiment pour prendre soin, aider nos clients à avoir confiance en eux, prendre soin de leur enveloppe extérieure pour que ça se ressente à l'intérieur. C'est marrant parce que c'est là qu'on voit la différence entre la coiffeuse et l'esthéticienne. Moi, j'allais te dire, et c'est exactement la même chose, on a un pouvoir magique, c'est de rendre les femmes et les hommes belles et beaux. Et en fait, rendre une femme belle, toi, tu l'as expérimenté en tant qu'esthéticienne, moi en tant que coiffeuse, c'est un pouvoir magique de dingue. T'as qu'une nana qui rentre dans ton salon, qui est un peu bof, qui vient de se faire plaquer, qui est un peu machin, qui n'a pas trop confiance en elle, et elle ressort de ton salon avec une très belle coupe, une très belle mise en lumière, et par extension, je sais pas, un nouveau soin de visage, un nouveau make-up et des beaux ongles rouges, et elle se sent incroyablement belle. Donc ça, rendre les femmes belles et les hommes beaux, c'est magique. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve ce métier de socio-coiffeuse ou de socio-esthéticienne, qui sont 2 métiers ensemble pour moi, avec un référentiel de compétences hyper poussé sur le soin de la personne et comment tu arrives à rendre belle une femme ou un homme qui est à un moment de sa vie un peu dans une situation un peu défavorisée. Voilà, c'est ça notre métier, rendre les gens beaux et prendre soin des gens comme tu le dis. Ouais. Et il n'y a pas que d'ailleurs dans nos techniques et dans notre pratique, il y a aussi tout le relationnel qu'on peut avoir avec son esthéticienne quand on est enfermé dans la cabine et qu'on se confie, et même quand on échange avec le coiffeur, qu'on peut voir peut-être aussi parfois plus régulièrement. Il y a un degré relationnel aussi, intimité avec les clients qu'on n'a peut-être pas dans d'autres professions. Si je reprends ton exemple du plombier, voilà, on n'a peut-être pas échangé. Plus avec son plombier. Ce qui s'explique par un truc très simple, c'est qu'on touche physiquement les gens. Donc, quand tu as quelqu'un qui est en train de te toucher le cuir chevelu, de te toucher les cheveux, ou toi en train de masser un corps ou masser un visage, ou toucher les mains, forcément, ça brise une barrière incroyable. Et je pense que nos clientes nous racontent plus de trucs à nous qu'à leur psychologue. Enfin, on va être très clair là-dessus. Et je pense qu'on en sait beaucoup sur nos clientes. C'est un vrai moment d'intimité.
dans lequel il faut pas se tromper, parce que du coup, effectivement, il y a quand même beaucoup de femmes qui se sentent aussi plus prêtes à se prendre la parole avec toi. Et puis aussi un autre moment, c'est que aussi cette femme-là, le cheveu mouillé ou en slip sur ton banc de massage, forcément, ça crée une intimité aussi qui fait que plus de vulnérabilité, qui peut faire que la cliente s'épanche plus sur elle. Absolument. Le troisième point commun que j'ai remarqué, c'est la formation. Je trouve qu'on est deux secteurs qui sont ultra dynamiques d'un point de vue formation. Les professionnels, que ce soit dans le secteur de la coiffure ou dans le secteur de l'esthétique, se forment en général, on va dire quoi, une fois par an, je crois, un minimum, que ce soit en technique, soit en gestion, soit en vente. Je ne sais pas si c'est la même fréquence de ton côté au niveau de la coiffure, mais on a cette chance d'avoir une appétence pour le fait de grandir tout au long de sa carrière et de se former en continu dans nos métiers. Mais est-ce que tu ne crois pas que justement cette formation, elle vient du fait qu'il y a énormément de coiffeurs et de maisons de produits et de marques qui proposent des formations aussi de qualité, contrairement peut-être à d'autres. Reprenons l'exemple de la plomberie, je ne suis pas sûre que les vendeurs de matériaux proposent beaucoup de formations en plomberie ou en chauffagerie. Je donne un exemple comme ça. Mais en tout cas, effectivement, en tout cas, moi en coiffure, je me sens énormément accompagnée par toutes les marques de l'écosystème coiffure qui proposent des formations, d'abord, gratuites déjà, pour découvrir les produits, pour passer un très bon moment, pour aller un petit peu plus loin dans sa montée en compétences, des formations pures techniques, évidemment, et des formations business. Pas tant que ça quand même, pour nous, le pôle business, c'est un vrai pôle à développer dans nos formations. Et puis de plus en plus de formations de RSE, d'éco-responsabilité, de digital. Donc ça, je les vois fleurir de plus en plus. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, évidemment, on a la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais je peux le développer si tu veux, on a la chance d'habiter en France et donc d'avoir le CPF. Et donc, du coup, il y a quand même de nombreuses formations. Enfin, si tu veux te former gratuitement, tu as la chance de pouvoir te former gratuitement de partout dans les métiers de la coiffure. Alors, je te développe pourquoi je te dis on a la chance ou pas la chance. Moi, je crois très fortement au fait que ce qui est gratuit n'a pas de valeur et je ne crois pas à la formation gratuite. Je pense que quand il n'y a pas un geste, un acte qui fait que tu t'engages financièrement, il se passe ce que je vois très souvent dans les formations. Le mec part à 14h30 parce qu'il a rendez-vous chez le médecin, ne vient pas, se présente pas, est sur son téléphone. C'est gratuit, donc ça n'a pas de valeur. Donc moi, je prône la formation plus qualitative, ultra experte, ultra pointue et chère, et avec un vrai investissement de la part de la personne qui veut être formée. Je rejoins absolument ton point parce qu'en tant qu'effectivement organisme de formation, on voit vraiment la différence quand on a des profils qui investissent sur leur formation, qui investissent sur leurs compétences et du coup, il y a un sérieux, il y a un engagement, il y a une rigueur, il y a aussi beaucoup plus de résultats à la sortie parce qu'il y a eu plus de travail qu'effectivement quand la formation est gratuite, elle est prise en charge, l'investissement est un peu différent. Mais peut-être peut-être on arrivera à profiter des deux, de ce système, de se dire c'est une vraie chance si je peux avoir un peu des financements, mais mon engagement en tant que participant à une formation, il peut être aussi intéressant pour éviter de faire de la formation une consommation ou une surconsommation, mais vraiment choisir ces formations dont on a besoin et qui vont vraiment nous aider dans nos métiers au quotidien. Il y a un deuxième point juste par rapport à la formation, où tu disais qu'effectivement, en France, on a des formations qui sont très qualitatives. Et ça me fait penser, cette semaine, on a eu une nouvelle cliente qui nous regarde depuis le Canada et qui nous a dit, pourtant qui est, pour le coup, dans le secteur esthétique, qui sont plutôt bien calés et plutôt avant-gardistes, et qui nous a contactés parce qu'elle nous a dit, voilà, je voulais une formation faite par des Français parce que la qualité de la formation et la réputation de la France dans le secteur de la beauté, elle est toujours d'actualité et je trouve que c'est aussi une belle reconnaissance sur notre pays et c'est un savoir-faire qu'on a raison de promouvoir en fait parce qu'elle est vraiment reconnue à l'international. Là, tu soulignes deux choses, c'est que d'abord, comme à l'étranger, dans n'importe quel pays du monde, chaque formation, tu dois le sortir de ta poche et tu dois économiser pour faire cette formation-là. La formation est ultra valorisée. Tu vois, moi, je voyage beaucoup, notamment au Brésil, par exemple. Tu vois, au Brésil, une formation en coiffure, c'est vraiment un truc. Il faut économiser rond par rond pour te payer la formation. Donc, quand tu vas vraiment en avant, quoi, tu vois, pour vraiment apprendre des choses. Et effectivement, notre savoir-faire français s'exporte terriblement bien à l'étranger. Et encore une fois, je le vois quand je suis à l'étranger. Il n'y a pas une fois sans qu'on me demande de
de faire une mini masterclass vite fait, clac, tu vois, mais vraiment, les gens sont très, très avides d'apprendre de la coiffure française. C'est toujours ce que je dis, c'est que c'est très étrange, c'est que notre métier, mais je pense que tu vas me rejoindre sur l'esthétique, notre métier en France est un métier bof, et notre métier à l'étranger, t'es une rockstar. Ça a toujours été très rigolo pour moi qui voyage beaucoup. C'est vrai, exactement. Complètement. Donc ça, c'est ces trois points communs. Et maintenant, dans les coulisses, je suis assez curieuse parce que dans les coulisses, je sais comment ça se passe du point de vue pas esthétique parce que c'est mon métier aujourd'hui. Et comment ça se passe chez toi et notamment sur ces 2 points? Le premier point, c'est quelle est la relation que les coiffeurs entretiennent avec les marques? Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe pour les professionnels de la coiffure avec leurs marques partenaires? Quelle place, en fait, les marques occupent dans votre univers? Alors, pour bien répondre à la question, je vais te faire peut-être un tour des marques que nous avons dans notre métier. Donc, avec les 4 principales, tu vois, les 4 grandes principales qu'on a, c'est-à-dire L'Oréal, Wella, Schwarzkopf et Eugène Perma. Eugène Perma, marque 100% française. Schwarzkopf et Wella, marque allemande. L'Oréal, marque française. Et chez L'Oréal, pour ceux qui ne le savent pas, l'entité L'Oréal, c'est 4 grandes divisions, grand public, luxe, cosmétiques actives et la division des produits professionnels. Et dans la DPP, la division des produits professionnels, tu retrouves les marques qui appartiennent à L'Oréal pour les professionnels, c'est-à-dire L'Oréal Professionnel, qui n'a, je le précise, rien à voir avec L'Oréal Paris, qui est vendu en grande surface. Ce sont 2 marques différentes. Donc LP, L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix, qui est une marque américaine, par exemple, et encore d'autres. Et après, tu as des challengers qui sont des marques absolument incroyables comme Davines ou Kevin Murphy. Donc là, c'est des marques très, très pointues, très haut de gamme. Voilà. Tu as également ce qu'on appelle les marques végétales, c'est-à-dire des marques qui sont très tournées autour de l'éco-responsabilité. Je vais te citer Granikin, qui est la marque de Christine Margosian, ou Végétalement Provence, qui est une très très belle marque. Je te parle également d'Oway, qui est une marque d'Avines qui est en train de pointer son bout du nez là sur le marché français, qui est vraiment canon. Tu as les marques éponymes, donc des coiffeurs qui ont créé leurs marques qui portent leur nom, comme les fameuses marques que Christophe Nicolas Bio, des produits de Christophe Nicolas Bio ou Myriam K. Et puis, tu as ce que j'appellerais des marques signatures, des marques création. Je pense au Secret de Loli, créé par Kelly Malsol, que tout le monde connaît. Et puis, Madame la Présidente, créée par Myriam Kalimalone, qui sont des très beaux produits, vraiment avec une histoire derrière qui est très intéressante. Alors, pour revenir à ta question, comment ça se passe, notre relation avec les marques, quelle place occupent les marques dans notre univers? En fait, il y a une scission très forte depuis quelques années. Donc, je te fais le avant-après. Avant, et moi, c'est comme ça que j'ai été éduquée, parce que je te dis, ça fait 27 ans que je suis dans la coiffure. Moi, je suis un pur produit Schwarzkopf, par exemple, donc j'ai été élevée, biberonnée à Schwarzkopf. Donc, j'ai commencé dans un salon de coiffure où on bossait qu'avec Schwarzkopf. Donc, tu apprends toutes les marques, tu apprends tous les produits, toutes les gammes, toute la colorimétrie. Il faut savoir que dans notre métier, ce qui différencie véritablement une marque à l'autre, c'est la colorimétrie, c'est-à-dire c'est la numérotation et la quantité de produits que tu mets quand tu prépares une coloration. Et la numéro, donc c'est-à-dire qu'un 4-3 n'est pas ça ne veut pas dire la même chose chez Schwarzkopf que chez Wella que chez L'Oréal. Donc quand tu changes, et ça c'est le gros frein, quand tu changes de salon de coiffure et que tu changes de marque, tu es là devant ton laboratoire. Alors attends, je veux faire un doré, c'est un 5. Alors c'est un 5 chez Schwarzkopf, mais c'est un 3 chez L'Oréal, tu vois. Donc c'est un peu compliqué c'est une petite gymnastique qui est un peu intéressante et compliquée à faire. En tout cas, avant on était fidèles. Donc t'étais un salon rempli du sol au plafond avec ta marque partenaire. Et aujourd'hui, on a un phénomène qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, les coiffeurs deviennent multimarques et ils viennent picorer les marques qui leur plaisent. Et donc, on vient tester plein de trucs. Tu vas choisir la poudre de déco de la studio de L'Oréal, et puis tu vas prendre la laque de Davines parce que tu trouves qu'elle est plus douce, et puis tu vas prendre la colo Magirel de L'Oréal ou Colestone de Wella. Enfin voilà, tu vas vraiment aller picorer différentes marques. Donc, c'est très drôle cette relation aux marques que je vois complètement changer. Et du coup, ça fait des coiffeurs qui s'intéressent. Et alors, je pense que ça vient aussi d'une démocratisation très claire des marques. C'est-à-dire qu'en fait, avant, tu n'avais pas trop le choix en tant que coiffeur. Tu as ton commercial qui venait t'acheter toute ta palette de produits. Maintenant, tu as Amazon, 2, toutes les boutiques en ligne, Bleu Libellule, la boutique du coiffeur qui peuvent te vendre. Tu peux essayer 5-6 shampoings. Enfin, tu achètes 5-6 shampoings, t'essayes. Et puis, tous les distributeurs aussi qui vendent, qui ont pignon sur rue. Donc, c'est vachement plus simple pour aller picorer. Tiens, je vais prendre 3 produits de celui-là, je vais essayer 3 lacs comme ça, et tu retournes et tu te réapprovisionnes. Ça, c'est un vrai changement qu'on n'avait pas du tout avant. En tout cas, voilà, les coiffeurs ont un rapport aux marques
souvent très dichotomiques. C'est-à-dire qu'en fait, soit love brand, j'adore la marque, je vis la marque et je promeux la marque quand j'en parle auprès de mes clients, auprès de mes copains coiffeurs. Et là, bah, j'adore, je suis Schwarzkopf, je suis Davines, je suis Vella. Soit un rapport un peu éloigné, genre oui, ils font du blé sur notre dos, ils sont contents. Mais j'ai jamais de coiffeurs qui sont neutres par rapport aux marques. C'est toujours un rapport très fort. C'est très intéressant ce que tu dis parce que j'avais fait justement un épisode sur le rapport, un petit peu le rapport qu'on a avec les marques, c'était plus du côté représentant des marques et comment le rôle de commercial aussi a évolué au sein des marques. Dans notre secteur, il y a cet aspect-là, c'est soit j'adore 100% la marque et je vais prendre tout parce que c'est vraiment des achats coup de cœur et je suis un peu piquée à la marque. Et d'un autre côté, c'est quand on apprend par exemple à gérer son stock et quand on apprend en fait que la marque c'est un outil de travail, c'est un outil qu'on choisit en tant que professionnel pour avoir un résultat au service de la cliente. Quand on a ce regard-là, effectivement, on est plus dans des cas de gérantes qui vont sélectionner les best produits des uns, des autres, et qui vont en fait devenir un petit peu l'alchimiste de leurs produits, l'alchimiste de leurs soins, et ça devient beaucoup plus soit des protocoles de soins signature qu'elles inventent, soit vraiment des approches sur mesure du soin. En tout cas, ça évolue à peu près dans ce sens-là aussi chez nous. Après, il y a peut-être une différence, c'est qu'en fait, vous, en fait, quand vous faites un soin du visage, ce qui va compter, c'est vraiment l'odeur, la texture de la crème, mais en fait, le soin derrière, ça va pas être, enfin, tu vas voir que tu as fait un soin, mais c'est pas ultra visible. Alors qu'en fait, quand nous, on fait une coloration, il faut que, enfin, tu vois, tac, la coloration, quand tu fais une permanente, quand tu fais un défrisage, quand tu fais des mèches, le résultat est vraiment visible sur les cheveux. Donc, c'est vrai que le rapport aussi aux marques est un peu différent. Vous, en fait, c'est pas ce qui compte, mais vous, en fait, vraiment, le manuel la manœuvre et le manuel prend tout le dessus, alors que nous, vraiment, ce qui va vraiment primer à la fin, c'est le résultat cheveux. C'est vrai, ça a été longtemps. Quoique tu as aussi beaucoup de marques de plus en plus techniques qui, en fait, font le choix t'as beaucoup de marques qui sont basées sur les résultats et, en fait, l'odeur et la texture, ça passe au second plan. Donc, il y a encore d'un univers très sensoriel, avec une attention sur l'odeur, la texture et le rendu et le fini. Mais de plus en plus aussi dans l'esthétique, en tout cas, les clients de plus en plus ont besoin d'un résultat, des avant-après. C'est vraiment la mode. Chez vous, un avant-après, c'est flagrant. C'est que ça. Voilà, chez nous, ça commence vraiment à prendre une ampleur. On voit des photos de la peau avant le massage et après le massage. Il faut qu'il y ait une différence. Donc, on est en train d'avoir de plus en plus cette tendance du résultat qui est très, très forte. Est-ce que ça vient aussi de des trends sur TikTok? On voit que ça, tu vois, de nanas qui sont floues naturelles, je claque, elles passent la main, elles sont ultra maquillées, je claque, elles ont un maquillage artistique, je claque, elles ont un maquillage avec des couilles, des blessures. Enfin, tu vois, on voit quand même le visuel et je trouve que TikTok aide beaucoup. Moi, c'est un réseau social qui m'interpelle énormément, TikTok, parce que je trouve c'est difficile de trouver sa place en tant que créateur de contenu sur TikTok. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, j'ai un peu de mal avec ce truc. Mais en tout cas, en tant que spectatrice, je trouve que visuellement, pour nos deux métiers respectifs, je vois des trucs vraiment hyper intéressants sur ce réseau social, notamment voilà, des avant-après qui sont ultra intéressants, ou des esthéticiennes ou des coiffeurs, plus de coiffeurs, je suis plus de coiffeurs, qui font de la consultation sur TikTok en live. Je trouve ça incroyable, enfin pas en live, mais qui se filment. Ça, tu vois, je trouve que c'est vraiment pour ça que l'outil est canon. Tu vois, il met le téléphone sur le côté et il discute avec sa cliente, il filme le truc et là, tu comprends à quel point la consultation et le diagnostic, qui sont deux choses totalement différentes, est vraiment hyper intéressant. Ouais, absolument. Le deuxième point, la question obscure que je me posais, c'est quel est le rapport des coiffeurs avec le business? Encore une fois, j'ai le portrait des gérantes esthétiques et des managers dans l'esthétique, mais quel type de gérants sont les coiffeurs en fait? Les coiffeurs, ils se fabriquent tout seuls. Le référentiel de compétences en business pour le CAP coiffure est nul, enfin inexistant, pardon. En BP, voilà, je peux pas te dire plus, il est gentil, on va le dire comme ça. En BTS, métier de la coiffure, on commence à apprendre, et en brevet de maîtrise, on commence à avoir des cas concrets vachement plus intéressants. Mais bon, arriver au BTS ou au brevet de maîtrise, ça a déjà fait 4 ans d'études avant, donc tout le monde ne passe pas le BTS et le brevet de maîtrise, ça représente à peine 15% des jeunes qui sont en brevet professionnel. Donc, c'est une niche aujourd'hui. C'est un vrai problème. On n'apprend pas aux jeunes assez à être entrepreneurs.
Et alors, deux choses. Un, les marques prennent le pli, hein, et donc du coup, ce qui est très étrange, c'est vraiment, c'est pas aux marques qui vendent des produits de coiffure de faire de la formation et de la pédagogie sur comment gérer ta business unit, comment manager tes clients, comment faire du marketing digital. Mais toutes les marques jouent le jeu de plus en plus. Et puis de l'autre côté, c'est la parenthèse que je voulais te raconter, c'est que du coup, à Real Campus by L'Oréal, dans ce que j'ai mis en place, c'est vraiment un bachelor coiffure et entrepreneuriat dans lequel on forme les talents à être des entrepreneurs de la coiffure. Donc en fait, la moitié du diplôme, c'est de l'artistique, l'autre moitié, c'est de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je suis très fière de l'héritage que je laisse à Real Campus, parce que du coup, ça manque. Et j'espère que nos corporations vont modifier nos référentiels de compétences à partir du BP. Et ça serait vraiment ça. C'est-à-dire qu'en CAP, tu dois avoir une initiation à l'entrepreneuriat et à être chef d'entreprise. Et en BP, c'est là que ça se passe. C'est là que tu devrais apprendre vraiment à gérer une entreprise et à gérer du business. Bon, on a à peu près le même problème, hein, en réalité, même si on a des niveaux de diplôme peut-être un peu plus complets, effectivement, que ce que vous avez, vous, en coiffure. Le reste de gérer un business, créer un centre ou reprendre un centre, en fait, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai créé ESBE, c'est que c'est parce que ça n'existe pas actuellement. Aujourd'hui, si on veut ouvrir, si on veut reprendre, on va regarder la chambre des métiers, les accompagnements qu'ils proposent. Mais finalement, enfin, en tous les cas, nous, tous les retours qu'on a des clients qu'on a accompagnés sur de la création nous ont dit, voilà, ce qu'on voit en chambre des métiers ou ce qu'on voit dans les organismes qui, normalement, sont censés accompagner les chefs d'entreprise, c'est bien, bien loin de la réalité de terrain et c'est insuffisant pour vraiment se préparer à ce métier de gestionnaire. Donc, on a vraiment la même problématique, toi et moi. Absolument. Et puis, pour terminer justement ces comparaisons, quelle serait ton analyse de secteur de la coiffure versus secteur esthétique? Battle coiffure vs esthétique. Il y a plein de points différenciants entre nos deux métiers, même si on l'a dit tout à l'heure, nos deux métiers, c'est rendre les hommes et les femmes belles et beaux. Le premier point, c'est vraiment la formation initiale. Vous avez des référentiels de compétences beaucoup plus poussés que les nôtres, et vous avez des parcours upskillants bien plus poussés également en esthétique. Je pense notamment à vos CQP, CQP spa praticien, CQP spa manager, CQP maquilleur conseil animateur, CQP styliste ongulaire. Nous, en coiffure, on en a deux. Un qui a quelques années et que très peu font, c'est le CQP responsable de salon, qui est un super CQP pour apprendre à être manager de salon. Et un deuxième qui vient de sortir là, il y a quelques mois, qui s'appelle CQP cheveux spécifiques pour travailler différemment le cheveu bouclé, frisé, crépus. Donc ça déjà c'est un truc, voilà, nous on n'a pas assez de CQP, on n'a pas assez de certificats de qualification professionnelle autres que notre voie traditionnelle. Et puis vous avez eu le bac pro depuis 20 ans. Enfin, nous on vient de l'avoir il y a 3 ans. Votre BTS, vos BTS qui sont divisés en 3, vos BTS, il y a 3 options, mais en tout cas vos BTS, vous l'avez depuis des années également pour vraiment upgrader la profession. Nous, le BTS métier de la coiffure, on l'a depuis 5 ans. Enfin, tu vois. Donc, en termes de formation initiale, vous êtes j'ai l'impression, beaucoup plus organisé, beaucoup plus structuré que nous et beaucoup plus factuel dans vos formations. Vous acceptez, en fait, ne serait-ce qu'avec vos CQP, qu'il y ait plein de formations différentes. Nous, en coiffure, on est quand même très pratico-pratique. Hein. CAP, BP, merci, bisous, au revoir. Hein. Donc, voilà. Il y a une autre différence, c'est l'accompagnement. Il me semble que l'accompagnement que les marques font avec vous. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des instituts Marie-Cor, des instituts Sotis. Nous, on n'a pas d'institut, on n'a pas de salon de coiffure L'Oréal ou Vela. C'est-à-dire qu'en fait, nous, les marques ne nous accompagnent pas jusqu'à ce point-là. Ce qui fait qu'en fait, donc après le troisième point, c'est qu'en fait, les clientes choisissent d'aller dans un institut en fonction de la marque, alors que nous, nos clientes, elles ne savent absolument pas quelle couleur a appliqué son coiffeur, si c'est du Magirel, du Coleston, du Vela, du Schwarzkopf, du Eugène Perma, personne ne le sait en fait. Donc ça, c'est un vrai point différenciant. Moi, je sais que je choisis mon institut en fonction de la marque parce que j'aime Sotis ou j'aime Marie-Cor, mais j'aime pas truc ou machin. Voilà. Donc ça, c'est un autre point. Et puis, je reviens également sur votre posture dans nos instituts et salons. Moi, je trouve qu'en fait, vous avez déjà une connaissance biologique et cosmétologique beaucoup plus poussée des produits que vous utilisez en termes de résultats. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je parle avec une esthéticienne, elle va m'expliquer l'ingrédient, comment ça agit sur la peau, quel est le rituel qu'il faut mettre en place, quelle est la gamme de soins en suivi beauté maison.
clairement, la vente, le conseil, c'est une barbarie pour nous. Personne ne veut faire ça en coiffure. Enfin, c'est très compliqué, voilà. Et c'est dommage que je pense qu'en fait, pour moi, l'expérience, le service client, il va de l'accueil, de la consultation diagnostique jusqu'au suivi beauté. Et ma cliente, il n'y a aucune cliente qui repart sans son bag avec le shampoing ou le soin adapté ou avec lequel je n'ai pas donné un conseil et qui reviendra plus tard pour acheter. Ça, vous savez vraiment mieux le faire parce que vous avez vraiment une vraie maîtrise. J'ai une anecdote par rapport à ça, parce que on fait beaucoup de formations auprès des équipes, justement, sur la prise en charge, la vente conseil, la prise en charge de la cliente. Et parmi ces formations, on a aussi des salons qui ont la partie esthétique et la partie coiffure. Et un jour, j'étais en formation dans un très, très belle adresse à Paris, très connue. Et donc, j'étais en formation pour l'équipe esthétique sur la vente, la prise en charge. Et j'avais dans le groupe le coiffeur. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais enfin, est-ce que je vais être utile? Pour moi, les coiffeurs, ils savent vendre, ils sont plus dans le contact, ils sont beaucoup plus dans l'échange. Et en fait, je me suis rendu compte déjà que, lui, la vente, c'était une zone inconnue complètement. Et quand je lui ai fait la démonstration, voilà, je l'ai fait asseoir, lui, en tant que cliente, je lui ai fait faire, je me suis mise à la place d'un coiffeur et je lui ai montré comment faire un diagnostic du cheveu, ce qu'elle attendait la cliente. Ça a été une révélation pour lui. Alors, c'est assez marrant parce que c'est vrai qu'il y a un travail énorme par rapport à la vente et à la prise en charge. Chaque fois, je vais pas trop chez le coiffeur, mais quand j'y vais, ça me fait sourire les petites tentatives de présentation des produits, ou alors c'est carrément inexistant, quoi. On sent l'inconfort. C'est une énorme zone d'inconfort qui peut s'expliquer par plein de choses, mais en tout cas, oui, effectivement, on ne sait pas faire en coiffure et c'est vraiment dommage parce que moi, je me répète, ça fait partie du package, quoi, tout simplement. Tu t'occupes de ta cliente de A à Z. Si elle va acheter son shampoing n'importe où et qu'elle utilise n'importe quoi derrière, c'est vraiment dommage. Et puis pour conclure sur la battle coiffure vs esthétique, il y a un autre truc, c'est vos codes et vos postures et vos codes qui sont inculqués dès les premières années de la formation, me semble-t-il, dans ce que je vois. Alors, je me base, je te l'ai dit, j'ai bossé en CFA pendant des années, donc moi j'ai passé 17 ans dans un couloir avec mes collègues esthéticiennes d'un côté et moi de l'autre en coiffure. Donc tout ça, c'est vraiment du vécu. Et effectivement, on sent que dès le début, on vous apprend à travailler dans le luxe. Il me semble que dans ce qu'on vous apprend, c'est toujours quand même un truc très classieux, très minutieux, etc. Là où nous, on va être plus dans le branché, dans le tendance, etc. Donc ça, c'est une vraie différence. Et puis un dernier point hyper important, c'est l'obligation de résultat. Elle est extrêmement forte chez nous en coiffure, c'est-à-dire que là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, une coupe mal faite, ça se voit et tu ressembles à un Playmobil pendant 4 mois. Vous, au pire des cas, le maquillage est pas super top. On met un coup de démaquillant, on recommence l'œil, on recommence la lèvre. Il y a un ongle qui est mal fait, on enlève le vernis, on refait. Au pire des cas, ton massage est mal fait, mais c'est très subjectif. C'est de l'avis de la cliente, ce qu'elle aime plus fort, moins fort. Une épilation, voilà, clairement, elle est mal faite. Il te reste une bande de poils, ça se voit tout de suite et voilà, un coup de rasoir, on n'en parle plus. Donc, en fait, l'obligation de résultat, chez vous, elle est quand même diamétralement opposée, même si, par contre, on le disait tout à l'heure également, on touche les clientes, chacune de notre côté, on touche physiquement les clientes. Et donc, du coup, ça, par contre, c'est un vrai point commun qu'on a, voilà, la proximité avec nos clientes. Absolument. Voilà, ma petite battle. Enfin, Stéphanie, pour terminer, j'ai 2 dernières questions. On pourrait passer des heures, je pense, à continuer de discuter tellement on pourrait s'envoyer la balle sur tout un tas de questions. Mais si on doit résumer 2 questions essentielles, quelle est ton analyse de l'évolution du marché de la coiffure en général? Tu nous as parlé d'un changement qui s'est opéré il y a 8 ans. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, c'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs points. D'abord, il y a ce que je disais en préambule, l'ultra spécialisation. C'est-à-dire que les coiffeurs commencent à être de plus en plus spécialisés dans ce qu'ils veulent faire, avec la création de nouveaux métiers qui n'en sont pas aujourd'hui en termes de diplôme. Mais on le voit arriver, tu vois, le métier de maître barbier, de plus en plus de gens qui se spécialisent dans le spa capillaire, de perruquier, voilà. Donc ça, c'est une vraie transformation. L'autre transformation, c'est la liberté via le freelancing. On retrouve, mais c'est pareil pour vous, on retrouve de plus en plus d'espaces de coworking qui permettent aux coiffeurs de ne plus avoir de structure et de travailler solopreneurs dans leurs espaces de coworking et de gérer leur clientèle. Du coup, ils deviennent leur propre marque et ils se vendent tels quels. Et puis là, il y a une transformation qui va changer beaucoup de choses. On va voir ce que ça donne, parce que c'est tout récent, ça a 15 jours. Il y a un décret qui est passé
qui du coup aujourd'hui permet d'ouvrir son salon de coiffure sans avoir le brevet professionnel et avec au minimum 3 semaines, pardon. Tu vois, le lapsus c'est très clair. 3 ans minimum d'expérience professionnelle en France comme à l'étranger. Donc ça va bouleverser un peu le champ des possibles, puisque c'était vraiment on était le seul pays à être obligé d'avoir ce brevet professionnel. Bien ou pas bien, c'est pas sur ton podcast que je vais débattre sur le sujet, et je pense que je vais être interrogée sur le sujet très prochainement. Mais en tout cas, c'est un bouleversement pour l'évolution de notre marché. En tout cas, quoi qu'il se passe, je pense qu'on est qu'au démarrage de ce bouleversement et j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans 10-15 ans parce qu'à mon avis, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer dans mon métier. Moi, j'entends beaucoup, c'est pas non plus récent, ça fait plusieurs années, que les coiffeurs rencontrent de plus en plus de difficultés aussi d'un point de vue RH. C'est hyper difficile de recruter un coiffeur aujourd'hui, c'est hyper difficile de retenir les équipes. Ça, c'est aussi une réalité qui continue à se creuser. Il n'y a pas une journée sans que quelqu'un m'appelle pour me dire est-ce que tu as quelqu'un sous la main, je cherche quelqu'un, je n'arrive pas à retenir mes collaborateurs, etc. Alors le problème du turnover et les problèmes RH en coiffure, on pourrait en faire un podcast entier juste là-dessus. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'il faut qu'on s'entende. La génération de coiffeurs qui arrive sur le marché n'est plus prête, absolument plus prête à faire ce que moi j'ai fait pendant des années en tant que jeune coiffeuse, c'est-à-dire à bosser corps et âme 50 heures semaine pour être payé 1500 balles par mois sans les primes. Et les chefs d'entreprise, eux, doivent, ils n'arrêtent pas de me dire oui, mais alors, du coup, il faut s'adapter. Oui, il faut s'adapter puisqu'en fait, c'est une question d'offre et de demande. Donc en fait, ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, les gens qui travaillent dans n'importe quel secteur métier, mais dans nos métiers de la beauté encore plus, ils veulent une raison valable de se lever le matin. Ils veulent très bien gagner leur vie. Ils ne veulent pas être esclaves de leur travail. Ils veulent travailler pour une entreprise qui a des valeurs. Et c'est pour ça que je passe mon temps à dire aux chefs d'entreprise, clarifiez votre entreprise. Clarifiez les valeurs de votre entreprise, ce que vous y faites, comment vous voyez les choses, comment vous interprétez les choses. Et du coup, vous aurez en face les bons profils de coiffeurs qui vont venir travailler chez vous. Si c'est pas clair, les coiffeurs viendront pas. Donc voilà, ça c'est un peu... Mais c'est vrai que tu as raison, en RH, c'est très compliqué en ce moment. Et c'est pour ça qu'avec les espaces de coworking qui s'ouvrent, on a de plus en plus de coiffeurs qui partent et qui choisissent d'être solo et de travailler pour eux. C'est ça. On revient toujours de toute façon à la structure du business. On en revient à, voilà, on n'apprend pas à être gérant d'une boîte, on n'apprend pas à être manager, en tout cas dans notre formation en école. Et ça, à un moment donné, si on se retrouve dans cette posture de gérant, de manager, et ben en fait, il faut apprendre à le faire et il faut apprendre à structurer son entreprise et à faire grandir son leadership. Dernière question. Quelle est ta vision de l'artisanat, de la beauté et du bien-être pour demain? À quoi est-ce que toi, tu aspires en tant que professionnel? À une synergie réelle pour et entre nos deux métiers pour parler de beauté globale, quoi, comme le font déjà de très, très, très nombreux pays où tu ne rentres pas dans un salon sans que tu sois prise en charge dans ta globalité. Et puis, moi, ce que j'aspire, c'est aussi un nouveau regard sur nos métiers respectifs, à l'instar des métiers de la couture. Tu vois, on parle de haute couture. Quand est-ce qu'on va parler de la haute esthétique et de la haute coiffure, tu vois? Quand est-ce qu'on va valoriser notre métier comme un métier d'artiste du bien-être? Et ça passe par l'excellence, par l'expertise, par aussi revaloriser nos tarifications. On doit tous facturer plus cher et habituer à nos clients à payer cher notre service. Et si tu fais payer cher, il faut que tu sois aussi une esthéticienne ou une coiffeuse incroyable qui fait vivre une expérience client de dingue à tes clients. Ça s'apprend aussi. Oui, absolument. Je te rejoins, on partage vraiment cette même valeur de revaloriser notre métier. Je te rejoins à 3000% sur le fait qu'aujourd'hui, une cliente qui paye une prestation esthétique ou même une coupe chez le coiffeur ne paye pas suffisamment ce que ça vaut en termes d'investissement, d'énergie, en termes de formation et d'engagement en fait de la part des équipes. Donc, on a, j'espère, une belle mission en tout cas à refaire valoir nos métiers qui sont pourtant effectivement starifiés à l'international. Exactement. Merci beaucoup Stéphanie. On arrive à la fin de notre échange qui était passionnant. J'ai encore plein de questions. Peut-être une occasion de faire un autre sujet ensemble. Il y a des petites paillettes qui ont surgi à certains moments. Merci beaucoup pour ton temps. Et puis, je te souhaite une très belle aventure maintenant dans ta nouvelle vie d'entrepreneur
avec ce magnifique cercle des femmes de la coiffure. J'ai adoré cette idée de concept. En tout cas, merci à toi, Tiffany. C'était un plaisir d'enregistrer avec toi. Et bravo, je le répète, tout ce que tu fais, parce que c'est vraiment chouette ce que tu fais. Donc, bravo à toi. Merci beaucoup. Encore un grand merci à Stéphanie pour ce temps d'échange et de partage. Je vous invite à la suivre sur ses réseaux, soit sur son compte Instagram, Stéphanie Bouzonnet, ou bien directement depuis sa page LinkedIn. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.